Hello à tous, je suis Éléonore Vigneron et je suis ravie de vous accueillir sur Rayonnante. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de personnalités inspirantes qui rythment l'actualité ou l'innovation à Nantes et dans la région. Ensemble, nous discutons de leur parcours de vie, de l'origine de leurs projets et de leur vision de l'entrepreneuriat nantais. Rayonnante, un podcast original à écouter quand vous le voulez sur toutes vos plateformes de podcast. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un épisode spécial puisque j'ai eu la chance d'être invitée à animer une table ronde lors des toutes premières journées nantaises de la créativité organisées par la Samoa du 21 au 24 avril dernier. Je profite de cet épisode aussi pour remercier l'Association internationale des maires de France qui est à l'initiative de cet échange autour de la créativité au service du handicap sur le territoire. Alors selon les chiffres 2018 du ministère du Travail, sur 66 millions de Français, 12 millions sont touchés par un handicap. Et pourtant, il faut savoir que le handicap représente le premier motif de discrimination. Le monde idéal ne serait donc encore qu'un rêve inabouti ? Quelles initiatives, quels changements faut-il enclencher pour faire avancer les choses ? Comment est-ce que l'on peut innover et faire preuve de créativité dans ce domaine alors que le manque de moyens persiste encore ? Eh bien, ce sont les questions que j'ai posées à mes trois invités du jour, Alexia Audrin, Natacha Poirier et Charlie Dreano. Chacun à leur manière sont porteurs de projets à impact social positif pour les personnes en situation de handicap. Écoutez donc comment chacun d'entre eux agit concrètement aujourd'hui pour faire bouger les lignes. Alexia, bonjour, on va commencer avec toi ce matin. Tu es ébéniste et designer de formation et c'est dans le cadre de ton diplôme de fin d'études que tu as présenté ce projet devant des professionnels. Donc un projet en lien avec les troubles autistiques. Est-ce que tu pourrais nous en parler s'il te plaît ? Alors ce projet c'est Otto, le fauteuil à étreindre. Donc c'est un fauteuil qui répond aux besoins d'intégration sensorielle des personnes avec des troubles autistiques. C'est un fauteuil en forme de cocon qui vient créer des pressions profondes sur le corps, puisque beaucoup de personnes avec des troubles du spectre autistique ressentent généralement le besoin d'être contenues, d'être serrées très fort, en fait, pour ressentir les limites de son corps, ce qui permet de se sentir plus apaisé et d'être mieux dans son environnement. Est-ce que tu pourrais nous raconter comment est née cette idée ? Alors en fait, donc c'était mon projet de fin d'études en ébénisterie et en design. Moi j'ai beaucoup d'amis autour de moi qui travaillent avec des personnes avec des troubles autistiques, donc des éducateurs spécialisés ou des professeurs des écoles. Et moi j'avais envie de faire un mobilier utile qui réponde réellement à un besoin. Donc je me suis intéressée à ce handicap invisible. J'ai rencontré toute une équipe de médico-social, d'éducateurs spécialisés, de psychomotriciens. Et en fait, c'est eux qui m'ont sensibilisée à l'autisme, à ce besoin de pression profonde. Donc on a commencé ensemble à réfléchir à un mobilier qui puisse créer ces pressions, mais qui soit beau et intégrable dans différents environnements, qui soit surtout pas stigmatisant. Donc pendant 1 an, on a travaillé ensemble, on a créé des maquettes, on les a testées avec toute l'équipe médico-éducative, les personnes concernées par l'autisme, et ça a créé Otto, le fauteuil à étreindre. Et aujourd'hui, tu en es où dans le développement de ce projet ? Alors aujourd'hui, ce n'est plus un projet de fin d'études, c'est un vrai projet entrepreneurial. Du coup, pour avoir, en fait, il fallait une validation médicale sur ce projet pour vraiment prouver les bénéfices que peut apporter Otto sur l'apaisement. Donc, je travaille avec le CHRU de Tours, qui est un centre d'excellence sur l'autisme. Et en fait, ils ont découvert le produit par une étude d'usage qui a commencé pendant 6 mois, où on l'a testé avec 26 enfants dans le service pédopsychiatrie. On l'a amélioré ensemble suivant cette étude. Et maintenant, on va passer à une étude clinique. Et donc l'idée de le commercialiser quand ? Alors l'idée, c'est de le commercialiser en fin d'année 2022. Super. Charlie, on va passer à toi. Donc tu t'es spécialisée toi dans le secteur associatif et l'innovation sociale en étudiant le management des associations et en travaillant sur des projets solidaires. Depuis mars 2019, tu es directeur de My Human Kit. Donc est-ce que tu peux nous parler de My Human Kit ?
Bien sûr. Donc My Human Kit, c'est une association. Je vais faire un petit pas de côté par rapport à ton territoire de podcast. Nous, on est à Rennes, donc on n'est pas très très loin. Et puis il y a des liens avec Nantes, je pense qu'on en parlera après. Mais en fait, My Human Kit, c'est vraiment né de la rencontre entre des personnes handicapées qui ont des idées, des besoins de ce qu'on appelle des aides techniques. Alors là, je jargonne déjà un petit peu, mais en gros, une aide technique, c'est un objet qui va faciliter le quotidien à un moment ou à un autre dans la vie d'une personne handicapée. Donc elles ont des idées, elles ont accès à des aides techniques par la sécurité sociale, etc. Mais elles ont d'autres besoins en plus de celles-là. Et la rencontre entre ces personnes-là et des lieux qui sont des espaces de ressources et de créativité, pour être dans le thème du festival Sting, que sont les Fab Labs, qui existent depuis la fin des années 90 aux États-Unis et qui sont beaucoup développés entre 2000 et 2020 en France. Je pense que vous connaissez peut-être tous. C'est pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un terme qui parle à tout le monde, les Fab Labs. Ok. Donc voilà. Et en fait, cette rencontre, elle a eu lieu à Rennes en 2014, où finalement, on s'est dit que les espaces qui étaient les Fab Labs, avec les ressources techniques qu'il y a dedans, donc les imprimantes 3D, les machines, l'électronique, et puis le bricolage en général, et les personnes qui sont dedans, c'est-à-dire toutes les personnes qui ont envie de créer, qui sont très branchées sur le faire par soi-même, voilà, sur toutes ces technologies qui sont ouvertes et accessibles. En fait, ça pouvait être des espaces dans lesquels les personnes handicapées avaient la possibilité de faire. Ce qui est une possibilité qui leur est pas tout le temps accessible. Je repense à l'introduction de Valérie Reynaud hier en inauguration du festival Sting, qui disait que la créativité, elle est en nous et qu'elle est accessible à tous. Donc voilà, l'enjeu, c'était vraiment que la créativité soit accessible aux personnes en situation de handicap et que surtout, en fait, en fabriquant des aides techniques avec les personnes qui sont dans les Fab Labs, on est un peu en rupture avec le regard de prise en charge, d'accompagnement, de compensation qu'on peut connaître autour du handicap. On est vraiment sur quelque chose de créatif. C'est que j'arrive, j'ai une prothèse de main. En fait, ma prothèse de main, elle est trop chère, elle coûte 50 000 €. J'ai envie d'en faire une avec une imprimante 3D. Et quand j'arrive dans le Fab Lab, on va pas être à regarder le moignon, l'absence de main. On va pas trop poser de questions sur l'accident, sur le handicap, mais on va plutôt poser des questions sur mais comment c'est branché, comment ça marche, est-ce qu'on peut hacker ça, est-ce qu'on peut le fabriquer autrement. Donc ça, voilà, cette créativité, elle est intéressante et elle est au cœur du projet initial de My Human Kit. Donc on a ouvert un lieu qui s'appelle le Human Lab, qui est basé à Rennes, qui est installé dans une école en travail social qui s'appelle Ascoria. On l'a ouvert en 2017 et c'est vraiment un lieu du coup où en fait les personnes handies passent la porte, deviennent porteuses de projets, c'est-à-dire qu'on dresse avec elles un espèce de cahier des charges en fonction de l'objet dont elles ont besoin. Il y a une petite communauté de bénévoles, d'étudiants, de chercheurs, d'ingénieurs, de demandeurs d'emploi qui se mettent autour d'elles et on fabrique avec elles, pour elles et par elles l'aide technique dont elles ont besoin. Donc aujourd'hui, pour donner quelques chiffres, c'est une trentaine de projets. Je pense que je reviendrai un petit peu après sur différents exemples, mais c'est une trentaine de personnes qui sont accueillies et qui rentrent dans la démarche. Et en fait, ce qu'on a rajouté, ce qui est déjà dans la tradition des Fab Labs et ce qui était important pour nous, c'est que du coup, ces réalisations-là, ces aides techniques, en fait, on les fait pour soi quand on vient dans le Fab Lab, quand on vient dans le Human Lab, mais on les fait pour les autres car on documente. On fait ce qu'on appelle de l'open source. Donc en gros, notre mission, c'est de faire en sorte que les aides techniques qu'on produise, elles soient racontées de la même manière qu'une recette de quiche Lorraine que vous avez trouvée sur Internet, quoi. C'est-à-dire qu'on a des photos, on a les étapes, on a le coût que ça peut représenter, on a le matériel qui est nécessaire. Donc on essaie de documenter tout ça pour que ce soit accessible librement et gratuitement sur Internet et que ça puisse être du coup reproduit en France, à travers le monde, dans des espaces que sont d'autres Fab Labs qui vont a priori utiliser les mêmes technologies que celles qu'on utilise. Donc du coup, il y a un potentiel de réplicabilité qui est important. Et justement, au-delà de cet aspect de créativité, vous avez aussi une autre ambition qui est celle d'essaimer d'autres Fab Labs dans toute la France. Complètement. Donc ça, c'est une ambition. On a une ambition qui est un peu démesurée, mais c'est qui est vraiment, en fait, qui est un Human Lab qui soit accessible pour n'importe quelle personne handicapée en France et peut-être même dans le monde. Donc, je ne sais pas si on le verra de notre vivant, mais en tout cas, c'est à ça qu'on travaille. Donc c'est pour ça qu'il y a des liens avec Nantes et Natacha en parlera tout à l'heure. Mais en fait, l'idée, c'est pas tellement d'être une maison mère et de créer des filiales, mais plutôt d'accompagner des Fab Labs qui ont envie d'aller vers l'accueil de personnes en situation de handicap ou d'accompagner des associations, des universités, des entreprises aussi qui auraient envie de s'équiper de ce type de lieu. Et donc du coup, en partageant partageant les budgets, les méthodes de communication, les différentes activités qu'on peut mettre en place, puisque du coup, il y a le Human Lab, on intervient aussi dans des écoles, dans des entreprises, on fait des salons, on fait des moments comme ça. Donc voilà, on partage tout ça pour que du coup ça puisse être dupliqué et accessible à un maximum de personnes.
Et aujourd'hui, vous avez partagé tout ça avec combien de Human Lab du coup ? Alors aujourd'hui, il y en a un à Brest, un à Laval, un à Nantes. À Nantes, il y a Rezé, il y a aussi dans un collège, c'est pas vraiment un lieu, mais c'est un club Human Lab où en fait il y a un professeur de techno qui anime des temps de fabrication d'aides techniques avec ces jeunes. C'est de descendre de la France, Montpellier, Lyon, donc ça c'est pour la France. Il y a d'autres projets qui sont émergents et après on travaille aussi avec l'Afrique francophone, donc Dakar, Ouagadougou, Abidjan et Cotonou, Bénin. Voilà. Donc Charlie, tu le disais, tu as travaillé aussi avec Natacha. Donc Natacha, tu es directrice du développement de l'APAGE 44, donc l'association pour adultes et jeunes handicapés de Loire-Atlantique, qui a pour objectif de promouvoir la dignité et la citoyenneté des personnes en situation de handicap. Et dans ce cadre-là, donc, tu as accompagné la création du Human Lab de l'APAGE 44. Juste avant de rentrer dans le détail de ce projet, peut-être qu'on peut revenir sur le rôle de l'APAGE 44. Oui, alors l'APAGE 44, c'est une association qu'on appelle gestionnaire, c'est-à-dire qu'elle dispose en fait d'agréments pour accompagner les personnes en situation de handicap et de fonds de l'État pour les accompagner. Donc elle accompagne des enfants et des adultes en situation de handicap qui ont des besoins de soutien, de rééducation dans leur quotidien. Mais c'est également une association militante qui participe aux instances publiques pour défendre les droits des personnes en situation de handicap et participer à l'évolution de la société vers une société plus inclusive. Et alors, qu'est-ce qui a motivé la création de ce Human Lab ? Alors, le Human Lab est issu d'un projet d'une personne en situation de handicap qui était accompagnée par nos services. Cette personne, c'est une jeune personne qui avait pu faire des études d'informatique en particulier, mais qui n'était pas en capacité d'avoir un emploi à temps plein ni à temps partiel. Mais elle voulait en fait faire bénéficier son savoir à d'autres, et notamment aux personnes en situation de handicap, et par là même retrouver en fait du lien social. Et donc, elle était accompagnée par Samuel Dabouy, qui est l'un de nos salariés. Malheureusement, Arnaud est décédé brutalement des suites de maladies. Et la question s'est posée, en fait, pour l'APAGE de continuer le projet sans lui. On en était encore, en fait, aux prémices de ce projet-là. Et étant donné en fait l'intérêt et tout ce que pouvait apporter en fait la fabrication d'objets à partir d'imprimantes 3D notamment et de ces techniques-là, en fait l'APAGE a décidé de continuer ce projet et a rejoint en fait le réseau des Human Lab porté par My Human Kit. Voilà, donc là, on a continué ce projet-là, bien que ça ne fasse pas partie en fait des missions d'établissements médico-sociaux. Mais là, on est sur la partie plutôt militante de l'APAGE. Ça correspond vraiment en fait aux valeurs que porte l'APAGE et aux objectifs de partage et d'inclusion que l'on prône. Et je me demandais comment est-ce qu'on fait pour mettre en place ce type de projet dans une grosse structure comme l'APAGE 44 ? Alors en fait, l'APAGE porte dans son ADN l'innovation. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 50 ans, lors de la création du premier établissement, c'était dans un collège. Et à l'époque, on était plutôt sur la création d'établissements pour regrouper les enfants en situation de handicap. Ils n'étaient pas inclus, ils n'étaient pas dans les classes comme ça peut l'être maintenant. Et le projet associatif actuel, qui va de 2015 à 2025, a voulu réaffirmer en fait cet ADN d'innovation, et c'est la première orientation en fait de nos projets associatifs. Et on a pour objectif aussi de mettre en place les conditions nécessaires pour que les idées et ces projets en fait remontent du terrain. Voilà, ça doit venir en fait des personnes elles-mêmes et des professionnels qui accompagnent les personnes. Et du coup, si vous nous faites rêver un peu, est-ce que vous pourriez nous partager une ou deux initiatives, Charlie, Natacha, de projets inspirants qui ont été réalisés par vos Fab Labs ? Si je prends l'image qui est en bas à gauche, où il y a marqué mobilité, j'aime bien cet exemple-là parce que déjà on voit l'effet qu'on cherche à produire, c'est le gars qui est sur son fauteuil, Franck en question, et qui est trop content, en fait, déjà, qui sourit, qui a fait son prototype. Et en fait, c'est des prototypes qui existent dans le commerce, donc c'est des choses qui viennent se fixer à l'avant du fauteuil et qui permettent de faciliter le déplacement. Quand vous êtes en fauteuil roulant, il suffit qu'il y ait un petit peu de dénivelé ou que le terrain soit un peu cabossé pour que tout de suite ce soit beaucoup plus compliqué de se déplacer. Donc ça existe dans le commerce, mais ça vaut 5 ou 6 000 euros au bas mot, quoi. Et en fait, on a à Rennes rencontré une
association un atelier de récupération de vélos, qui les retape, etc. Et en fait, ils récupèrent de la ville les vélos électriques qui sont mis à disposition. Et en fait, à partir de ces vélos électriques, ils enlèvent les batteries, les moteurs, et nous, on les récupère. Et du coup, à partir de ces batteries et ces moteurs, on peut, avec une carte électronique et un contrôleur, on peut du coup faire un système qui va être équivalent à celui du commerce en termes de performance, qui va être peut-être moins beau, moins ergonomique, mais en tout cas qui aura le même usage et qui va coûter en termes uniquement de matériel 200-250 €. Donc du coup la personne vient, on fait des ateliers 2 fois par an et la personne vient à partir de cette technologie-là que nous on connaît un petit peu, elle fabrique, elle choisit l'ergonomie. Là, Franck par exemple, il a mis une batterie de chaque côté parce qu'avec une seule batterie on fait une 40aine de kilomètres, lui il voulait en faire 80, donc il a mis une batterie de chaque côté. Il peut le faire parce qu'il a un petit peu d'abdos, donc du coup il peut soulever le truc, c'est un petit peu plus lourd, mais lui il peut le faire. Donc voilà. Chacun choisit en fait le modèle qu'il a envie d'avoir, construit par rapport à ça. Nous on sait que en reliant une batterie, un moteur et une poignée d'accélération, on pourra faire le dispositif de toute façon, quoi. Donc ça c'est un projet qui est chouette. Il y a celle qui est en bas à droite, c'est Jimmy qu'on voit qui est en fauteuil, qui a lui un téléphone et qui a beaucoup de difficultés de motricité, d'espace, etc. Donc on a fait une grosse boîte, une espèce de grosse souris avec lui qui permet en fait de contrôler son téléphone. Et ce qui est chouette, c'est que vous avez la personne qui est au fond avec un masque qui s'appelle David, qui est lui-même en fauteuil en fait, qui avait pas forcément de projet, mais par contre est venu dans l'assaut, qui est un ancien technicien, il a bossé pour l'armée, il a fait de la programmation, du code, etc. Donc gros niveau. Et c'est lui en fait qui a fabriqué le projet avec Jimmy. Donc voilà, on était vraiment dans la mise en capacité des personnes, mais plus quoi. Et puis le dernier, c'est celui qui est en haut à droite, qui est rigolo parce qu'on pourrait croire que c'est une boule à glace. Et en fait, pas du tout. C'est pour Nicolas, qui est amputé du bras droit, et c'est en fait quelque chose dans lequel il met sa balle de tennis pour pouvoir servir, pour jouer au tennis. Et en fait, le poignet qu'on voit, le petit objet en métal, en fait, c'est un poignet qui se fixe sur une petite emboîture, qui est la partie qui se met sur le moignon. Et le poignet, il a été designé et fabriqué par une boîte qui est à Nantes, qui s'appelle Orthopus, qui est une start-up solidaire. Et en fait, qui a fait ce poignet-là et qui l'a documenté, que nous, on a pu répliquer. Et après, on a fait la petite boule à glace, pour le coup, en 3D, enfin la boule à balle de tennis, le support à balle de tennis. Il a été imprimé chez un partenaire de l'association qui a des imprimantes 3D de haute qualité. Et du coup, on lui a demandé de faire ce projet-là. Il a bien voulu donner un petit peu de temps machine pour le faire. Donc c'est aussi ça l'enjeu, c'est d'arriver à mobiliser des petites communautés de partenaires autour de nous qui vont bien vouloir donner un peu de temps, un peu de matériel, etc. pour faire ce type de projet. Ouais, du coup, dans ce cadre-là, typiquement, donc Nicolas est arrivé, est venu vous voir et vous a dit voilà, j'ai un besoin. Et vous, après, vous lui mettez à disposition. C'est ça, exactement. Les ressources, les machines et puis le réseau qui va autour, quoi. Tu veux parler d'un projet, Natacha ? Oui, alors moi je voulais juste un petit exemple parce qu'on est un peu plus jeune quand même que My Human Kit, donc on n'est pas encore au niveau technique, on va dire, de la production d'objets. Par contre, on produit des petites choses. Et notamment, vous voyez, en fait, là, au milieu, il y a un guide clé. Et en fait, ce guide clé, il a permis à un jeune de gagner en autonomie et à sa maman de retrouver, en fait, une situation de travail normale. C'est-à-dire qu'en fait, ce jeune, il est au collège. Par contre, il a des problèmes de préhension et il ne pouvait pas, bien qu'il soit autonome, il ne pouvait pas rentrer chez lui parce qu'il ne pouvait pas tenir la clé correctement pour ouvrir la porte d'entrée. Et sa maman, en fait, faisait les allers-retours entre son travail et la maison pour lui ouvrir la porte et retourner au travail pour finir sa journée. Et rien que ce guide clé, en fait, voilà, ça a permis au jeune de partir de chez lui tout seul, de rentrer tout seul et à sa maman, en fait, de retrouver une vie de travail normale, de ne pas faire des heures en plus, etc., quoi. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, pour tous les trois, à l'origine de chacun de vos projets, il y a cette notion de co-construction, de partage. Ce que je voulais savoir aujourd'hui, c'est si vous pensiez que c'était un moteur à la création. Alors pour moi, c'est indissociable d'un projet humain. En fait, on peut pas construire un projet humain avec sa version unique, son expérience unique. On doit partager l'expérience et encore plus dans le handicap. Et comme disaient Natacha et Charlie, en fait, c'est généralement les personnes de terrain, en fait, les personnes qui accompagnent les personnes en situation de handicap ou des personnes qui vivent avec un handicap qui sont les plus créatives et qui ont plein de solutions parce qu'elles-mêmes, elles bricolent avec ce qu'elles ont, avec les moyens du bord et généralement, elles ont les idées en fait, déjà pour répondre à leurs besoins. En fait, je pense que c'est sans aucun doute des moteurs,
Il y a l'enjeu de reconnaître les personnes handicapées en tant qu'expertes de leur propre handicap et du coup de construire à partir de ça. Donc ça, c'est sans aucun doute un moteur. Nous, je pense qu'en tout cas, à My Human Kit et ce qu'on essaye de diffuser comme message quand on est dans les SMH, c'est que ce soit plus qu'un moteur, en fait, ce soit un prérequis, quoi. C'est-à-dire que du coup, s'il n'y a pas de besoin, s'il n'y a pas de personne, s'il n'y a pas de co-construction, si on l'appelle comme ça, c'est des mots qu'on utilise beaucoup, mais si on l'entend dans ce sens-là, en fait, il n'y a pas de projet, quoi. Et c'est que moi, dans ma fonction de direction, c'est parfois beaucoup de mon boulot de dire en fait là on s'arrête, on fait plus ce projet là, ça a l'air super rigolo, on va pouvoir activer une main robot, etc. Mais en fait il n'y a personne en face, il n'y a pas de porteur de projet, donc on est en train de faire un peu de l'innovation pour de l'innovation sans être dans la construction avec d'autres, quoi. Donc voilà, c'est vraiment un prérequis. Et puis sur la question du partage, moi je le lie beaucoup à la question de l'open source. Voilà, c'est-à-dire que dès qu'on fait quelque chose, on le partage, on le met dans ce qu'on appelle le bien commun de l'humanité. Donc, pour que ce soit accessible, c'est pas parce qu'il est partagé que du coup il est forcément reproduit. C'est pour ça qu'aussi il y a cette démarche d'essaimage pour que du coup il y ait d'autres Fab Labs dédiés au handicap qui puissent refaire les projets. Sinon, c'est que des données sur Internet. Et puis après, il y a les Fab Labs en général et les Human Labs en particulier sont des lieux de sociabilité, d'entraide, de rencontres. C'est d'ailleurs pour ça qu'on revendique un intérêt général et qu'on cherche des financements à ce titre-là, mais c'est parce que ce sont des lieux presque d'action sociale que du coup c'est aussi des lieux de partage. Je vais dans le même sens, hein, c'est un prérequis en fait. Quand les personnes viennent au Human Lab, c'est le chef de projet. On ne vient pas au Human Lab et on passe commande, quoi. En fait, voilà, on est chef de son projet et c'est la personne qui va indiquer et qui a les ressources, voilà, ce que vous disiez, en elle en fait, de création. Et sans elle, on ne peut pas arriver en fait à l'objet qui lui conviendra. Et quels seraient selon vous les autres moteurs à la créativité ? Alors je pense que voilà, ça c'est la partie, je dirais, partenariat. En fait, nous on fonctionne beaucoup en partenariat. C'est aussi un des moteurs puisqu'on va avoir la personne en situation de handicap qui vient au Human Lab, mais dans l'environnement, on va avoir différentes personnes avec différentes compétences ou différentes envies qui vont permettre d'arriver à l'objet final. Et dans l'objectif du Human Lab de Nantes, mais je pense que c'est un peu l'objectif de tous les Human Labs, c'est d'être ancré sur un territoire et de pouvoir développer des partenariats sur ce territoire pour qu'on soit aussi dans l'inclusion. En fait, on travaille avec les autres. Et autant, en fait, aujourd'hui, là, le Human Lab de la page 44 est dans des locaux qui étaient disponibles au sein d'un établissement du Human Lab, mais maintenant, en fait, on cherche d'autres locaux qui soient au cœur de la cité pour pouvoir créer, en fait, ces partenariats avec les entreprises, avec les écoles, avec l'université, collège, lycée, etc., avec les personnes qui vivent proches du Human Lab pour avoir un peu ce partage et cette co-construction et innovation. Est-ce qu'il y a, selon vous, d'autres moteurs à cette créativité ? Moi, ce qui m'animait aussi, c'était l'inclusion et d'apporter aussi du beau pour tout le monde. Vraiment, le fauteuil à étreindre, on ne le voulait pas stigmatisant et qui s'éloigne du mobilier médical, que chacun ait envie de s'y installer et qu'il soit un peu... En fait, il a été construit pour des personnes avec des troubles du spectre autistique, mais le but, c'est que chacun ait envie de s'y installer parce que c'est un cocon chaleureux où on est bien à l'intérieur, quoi. Peut-être pour rebondir, en tout cas, de ce que nous on constate, c'est que en fait, la créativité, l'invention, la mobilisation, elle est forte autour d'une cause, quoi. Je pense à des ingénieurs en robotique, des étudiants, ils peuvent avoir facilement dans leur parcours universitaire à travailler sur une barrière qui se lève, qui descend pour un parking. Si tu leur demandes de travailler sur l'actionneur pour quelqu'un qui utilise un fauteuil, etc., il va y avoir du sens, forcément. C'est un peu une porte ouverte, mais c'est une vraie réalité, quoi. C'est-à-dire que quand on propose un projet qui a du sens, tout de suite, il y a des envies de création, il y a des idées, il y a de la mobilisation, il y a des gens qui viennent. Nous, on travaille depuis 3 ans maintenant avec un grand groupe qui s'appelle Ariane, donc Ariane Espace, Ariane Group même. Et en fait, au début, on voulait monter un événement avec eux, aller chez eux pour fabriquer, etc. Et c'est compliqué, c'est un groupe qui a beaucoup de process, les gens n'étaient pas trop mobilisés, puis on a réussi à faire le premier. Le deuxième, il y avait vachement plus de monde. Le troisième, il y a eu encore plus de monde, on a dû refuser des gens. Aujourd'hui, ils sont en train d'essayer d'ouvrir un lieu en interne de l'entreprise pour pouvoir travailler avec les salariés en situation de handicap sur place. Ils ont candidaté à des prix pour reconnaître cette créativité, cette innovation. Donc voilà, on a bien vu le chemin, qu'en fait, à travers
travers cette cause-là, la question du handicap, ça mobilise vachement, ça mobilise beaucoup et les gens ont envie de créer, quoi. Et ça permet d'un moment de sortir aussi de son métier à soi et de se dire ok, je mets mes talents, mes envies, mes idées au service d'une personne que je vais rencontrer en plus, c'est-à-dire à laquelle je vais être confronté. Et il y a beaucoup de centres de recherche d'ingénieurs qui travaillent des fois un peu en dehors, quoi. Donc là, c'est vraiment au contact. Est-ce qu'il pourrait y avoir des freins à cette créativité ? Ouais, alors il y en a. Je pense que le premier, je vais être un peu pragmatique, mais le premier pour moi, c'est l'argent. Enfin, c'est la capacité, enfin, c'est les moyens qu'on a pour créer, quoi. Nous, on fait le choix que les Human Lab ils soient accessibles gratuitement, qu'on puisse fabriquer des prototypes gratuitement et qu'en plus on les partage ensuite et qu'on n'ait aucune propriété intellectuelle dessus, quoi. Enfin, en tout cas, de propriété privée intellectuelle. Donc forcément, c'est un peu en rupture avec le marché de l'aide technique, qui est un marché de niche, un marché de remboursement qui coûte cher. Donc si on n'a plus d'argent, il y aura toujours du bénévolat qui pourra se mettre en place, il y aura toujours un peu d'activité qui sera possible, mais on pourra aller moins loin, on n'aura pas de financement pour toute cette politique d'essaimage, de duplication. Donc voilà, ça c'est un premier frein. Et puis après, pour moi, le deuxième frein important, c'est celui que j'évoquais tout à l'heure, c'est de faire avec les gens, quoi. Si on peut faire de la créativité pour de la créativité, on peut jamais s'arrêter d'en faire. Nous, on a choisi de mettre un frein qui est celui de la présence des personnes pour créer. Alors effectivement, oui, le frein principal, c'est peut-être l'argent. Mais il y a aussi les normes, parce que dès qu'on touche à un projet qui touche un peu le médical et le handicap, on est confronté à des normes, qu'on soit dispositif médical ou non. Et souvent, c'est des textes incompréhensibles, il faut être bien formé. Et du coup, clairement, ça donne des fois envie de se dire que c'est pas un projet accessible à tous, à des petites structures où il faut être forcément un gros industriel ou une grosse boîte pour pouvoir avoir une personne qui gère les normes pour continuer à développer le projet. Et puis ensuite, je dirais qu'il y a le contexte dans lequel le produit peut être utilisé. En fait, souvent, on a envie d'aller plus loin dans le développement du produit, d'en faire un peu un objet qui réponde à tous les besoins, à tout le monde, mais on oublie qu'il faut que ce soit un produit utile, mais utilisable aussi pour qu'il soit utilisé. Et il faut bien penser au contexte dans lequel il va être mis en place. Et par exemple, là, il faut qu'il soit accessible aux personnes avec des troubles autistiques, mais il faut aussi penser qu'il doit s'inscrire dans un planning d'éducateurs, de soignants qui n'ont pas forcément le temps de mettre en place un produit complexe. Donc il faut vraiment penser tout le produit avec l'environnement dans lequel il va être utilisé. Et un des freins, mais qu'on essaye de lever en fait dans les Human Lab aussi par le fait que c'est la personne qui est chef de son projet et qui va déterminer ce qu'elle peut faire, dans le sens où du coup là on s'affranchit des normes puisque c'est la personne en fait qui décide. Et du coup, le frein que nous, on peut avoir, c'est de sortir aussi d'une attitude de protection envers la personne. Voilà, c'est elle qui choisit et on l'amène à faire ses choix en toute connaissance en fait, de cause ou de risque. Et pour conclure, est-ce que vous auriez un ou des conseils à partager à des gens qui souhaitent se lancer dans des projets de créatifs autour du handicap ? Oser, je dirais, aller à la rencontre du coup des associations, des personnes en situation de handicap, des structures, des professionnels, vraiment sortir de l'atelier, du bureau de création. Et aussi, surtout, tester au maximum, mais dès le départ, en fait, faites des maquettes et testez vos idées, vos créations. Même si c'est moche et pas présentable au public, ça va être critiqué. Mais en fait, il faut vraiment inclure les personnes dès le début du projet, quoi. Du coup, je suis d'accord. Donc, je ne sais pas si j'ai beaucoup de choses à rajouter, mais c'est ça. Je pense au concours Sting là, pour les jeunes, la génération Sting hier soir. Donc, il y a la personne qui est arrivée deuxième, je crois, Elsa, qui avait fait un pantalon qui était plus facile à mettre pour les personnes qui étaient paraplégiques. Et je discutais un petit peu avec elle hier soir. Et c'est vraiment la question, quoi. C'est est-ce qu'il y a eu des tests d'usage ? Est-ce que tu as rencontré des personnes ? Donc, elle me disait que oui. Et du coup, je l'ai invitée à venir à la fois au Human Lab de Nantes, de Rennes, pour rencontrer les personnes, retester, avoir des retours à la fois sur la praticité, mais sur l'esthétique. Et effectivement, parce que tu peux avoir un pantalon facile à mettre, mais peut-être que quand toi, tu es en fauteuil, tu as juste envie d'aller t'acheter le dernier jogging Adidas et de le mettre celui-là et pas celui qui est facile à mettre. Donc voilà, tout tester, avoir ces échanges
échanges-là, parce que c'est ceux-là effectivement qui vont te faire arriver au produit qui va avoir l'utilité, l'usage, etc. Super, merci à tous les trois du coup pour votre témoignage, pour votre participation aujourd'hui. Tu voulais rajouter quelque chose, pardon, Natacha ? Juste en fait qu'il fallait insister, parce que c'est vrai que aussi je pense que les Human Labs sont particulièrement ouverts pour ce type à ce type de test, mais s'adresser directement en fait à une association gestionnaire, ça peut être des fois un peu compliqué parce qu'on peut avoir un peu la tête dans le guidon. Donc les Human Labs, je pense, ce sont les lieux par excellence, mais sinon voilà, insister ou aller voir plusieurs associations. Merci. Donc oui, je vous disais, il nous reste quelques minutes si vous avez des questions éventuellement à poser à l'un ou l'autre de nos invités aujourd'hui. Bonjour, je suis Isabelle Brisson du CHU de Nantes, donc je m'intéresse à l'innovation, je fais partie du bureau innovation et je suis ravie de cette présentation aujourd'hui. Je me posais la question suivante, comment est-ce que vous faites savoir aux personnes en situation de handicap que vous êtes là et que vous êtes disponible ? Comment s'organise la diffusion de cette information en fait ? Est-ce qu'on s'attend, quand on est une personne en situation de handicap, de trouver ce genre de ressources dans son environnement ? Déjà, on fait des moments comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, on vient en parler, on essaye de diffuser. Je pense qu'on a tous... on se rend compte qu'en fait, le handicap, il est beaucoup plus proche qu'on ne le croit dans toutes les familles, dans tous les environnements. Donc, du coup, peut-être que si certains d'entre vous sont concernés, vont aller en parler. Du coup, vont parler du Human Lab de la page. Et du coup, il y aura des gens qui viendront toquer à la porte. Après, il y a aussi beaucoup de réseaux qui sont existants, en fait. Je pense au sport adapté, je pense au réseau de soins, au réseau machin, en fait, où les personnes se parlent entre elles. Et du coup, quand il y a une initiative qui est positive, qui marche bien, ils se référencent. Et puis après, c'est de la com, c'est effectivement insister auprès des organisations qui travaillent déjà avec des personnes en situation de handicap, des associations gestionnaires ou autres, et bien gratter à la porte pour expliquer que ces lieux-là existent et qu'il faut faire venir. Et puis après, je pense que l'étape d'après, ce sera que ces lieux-là soient aussi un peu prescrits par les acteurs du soin, de l'accompagnement des personnes en situation de handicap, en disant ok, toi en tant que professionnel, tu es ergothérapeute, éducateur, cet après-midi tu as une demi-heure et tu peux aller une demi-journée pardon, et tu peux aller au Human Lab, et ce temps-là, c'est pas un temps que tu prends sur ton temps perso, mais c'est un temps qui est fléché sur ton temps pro, et voilà. Ouais, donc nous, en fait, au niveau du territoire, on va communiquer et mettre des flyers, notamment au niveau de la MDPH, par exemple, qui a lieu, où les personnes se rendent forcément. On communique auprès des autres associations du territoire. On est très en lien aussi avec le département qui a organisé des hackathons. Donc eux aussi nous connaissent et communiquent. Et puis après, évidemment, il y a les réseaux sociaux, sites internet, etc. Oui, c'est la même chose, hein. C'est utiliser les réseaux et puis comme on a inclus en fait les personnes en situation de handicap dès le départ, et du coup on se fait connaître au tout début du projet, et puis aller vers des structures qui ont beaucoup de visibilité, comme les centres d'excellence ou des grosses associations. Ouais. Merci. Moi, j'avais une question pour Charlie. Tu nous as parlé des expériences en Afrique, notamment à Abidjan et Cotonou. Je voulais savoir, est-ce que c'est aussi simple aussi de créer là-bas et de produire ces prototypes et des produits comme ça? Et est-ce que tu as des soutiens aussi pour l'Afrique? En fait, je pense que c'est plus important encore que ça ne l'est ici, parce qu'en fait, ici, il y a la sécurité sociale, il y a quand même des catalogues d'aides techniques qui existent, qui sont pour la plupart remboursés. Après, on n'a pas accès à tout, mais si demain, je ne vous le souhaite pas, un d'entre vous se retrouve embêté par la santé en situation de handicap, il trouvera les relais avec la MDPH, tu en parlais. En Afrique, tout ça n'existe pas, le handicap est un peu caché, donc en fait, il faut des lieux où on peut avoir accès aux objets, on peut se les fabriquer, et puis des lieux surtout où on peut arriver à être handicapé, que ce soit pas trop gênant. Voilà. Donc ça, c'est le premier élément. Après, il y a un élément sur lequel on a tout à apprendre, c'est la question de la bidouille, de la fabrication, du recyclage aussi, parce qu'en final, quand on fabrique des prototypes à Rennes, au Human Lab, on commande pas mal de produits, de composants en Chine, etc. Donc voilà, on n'a pas encore, nous, cette pratique de recyclage, de récupération, ça existe beaucoup. Donc là, nous, on a beaucoup agi au début en partenariat avec les labs en Afrique de l'Ouest. C'était plutôt pour acheminer du matériel, parce que sur la compétence, il n'y avait pas forcément besoin. Par contre, c'était pour acheminer du matériel. Et là, on travaille en fait particulièrement, au niveau de la levée de fonds, on travaille avec le collège de Rezé, qui organise
organise chaque année une semaine de la solidarité, une course solidaire qui nous permet de lever des fonds. Et puis après, on a des relais un peu plus institutionnels comme l'IMF, pour le coup, qui nous permet de rencontrer aussi des personnes. Je pense à la dernière fois, on était au sommet du numérique à Bruxelles et Namur, et on avait rencontré l'association de personnes malvoyantes du Cameroun. Et il se trouve qu'en fait, au Fab Lab, au Human Lab de Rennes, il y avait et à Nantes aussi, il y a une machine open source qui permet d'imprimer du braille. Donc c'est des morceaux d'imprimante 3D et puis d'autres technologies qui sont détournées pour permettre d'embosser du braille et de faire une machine à embosser du braille. Donc ça, du coup, c'est super utile parce que le numérique est une solution pour les personnes malvoyantes, mais il n'est pas accessible partout. Et puis le braille doit rester un outil utilisé. Donc là, pour le coup, c'était voilà, on arrive à rencontrer des gens qui ont des projets, puis essayer de venir voilà, pas être dans une forme de complètement d'essaimage, mais peut-être de répondre aux besoins qui s'expriment sur ces terrains-là et d'essayer d'y répondre au mieux. Mais c'est pas évident. Et puis là, avec la crise de coronavirus pendant 2 ans, les relations étaient un petit peu compliquées. Donc là, ça va mieux. Merci. On a parlé sur les freins, sur la créativité. Et moi, je me suis mise à penser les freins parce qu'on a dit que les personnes en situation de handicap étaient les porteurs de projets pour vous. Donc, quels sont les freins administratifs pour que ces personnes, elles arrivent en tant que porteurs de projets? Parce que je me suis dit que peut-être elles ont en envie, une idée, en ont besoin. Mais comment contacter les organismes d'une façon que ce soit aussi facile pour eux d'achever ce qu'ils cherchent? En fait, le format associatif qui est proposé à My Human Kit et dans certains Human Lab, en fait qu'on s'est un peu affranchi de ces questions administratives, en fait, parce que du coup, la personne qui vient pour fabriquer un projet, elle adhère à l'association, donc ça lui coûte 5 € par an, en tout cas chez nous, ça dépend, on n'a pas de tarif unique, mais à partir de ces 5 € par an, elle peut avoir accès au lieu, à l'espace, etc. Donc finalement, c'est la seule rigueur administrative auquel nous on est tenus. Après, il y a une autre question qu'on nous pose souvent et qui est souvent posée, c'est la question de la responsabilité par rapport aux prototypes qui sont inventés. Bon, là-dessus, on a aujourd'hui notamment ce qu'on appelle une décharge de responsabilité qui est signée au moment de l'adhésion. Il n'y a jamais eu de problème, donc en fait, on verra si ça tient le jour où il y aura un souci. Mais voilà, pour l'instant, c'est plutôt ça. Et puis après, nous, vu qu'on certifie pas, qu'on normalise pas ce qui est fait, c'est vraiment du prototype. Administrativement, on n'a pas trop cette lourdeur-là. Oui, on est effectivement dans la même optique, la contribution aussi de 5 €. Et en fait, tout le monde peut venir. On n'a pas besoin d'une notification MDPH ou d'un autre papier d'une instance administrative. En fait, à partir du moment où on a un besoin, en fait, on peut venir. Il y avait une question dans le... Oui, alors du coup, je poursuis un petit peu sur les freins. Et surtout sur la question de l'argent. Ma question s'adresse plutôt à Charlie et Alexia, du coup. Comment vous êtes allé au-delà de ce frein-là? Comment vous financez vos projets? Alors, on a aussi ce problème-là. Alors moi, pour le passer d'un projet d'étudiant à un projet entrepreneurial, en fait, mon premier financeur, ça a été Pôle emploi. Parce que du coup, j'étais en apprentissage, en alternance avant. Donc, à la fin de mon contrat d'apprentissage, donc un CDD, j'ai eu le droit à 2 ans de chômage d'apprenti. Donc ça m'a aidé à me lancer et puis après j'ai candidaté à énormément de concours pour continuer à développer les prototypes et puis commencer aussi à me financer. Nous on compte quand même sur du financement extérieur. Donc on ne vend pas de produits puisque les prototypes ne sont pas certifiés, pas vendables. On preste un petit peu de services, on a quelques activités de prestation. Je vous parlais tout à l'heure d'événementiel avec Ariane Group par exemple. Quand on organise des temps de prototypage 2-3 jours sur place dans l'entreprise, on déplace notre matériel, on vient avec des gens, donc ça a un coût qu'on facture. Donc ça c'est une petite partie, mais ça représente 15-20% du budget sur une année à peine. Et puis après le reste c'est des mécènes. Historiquement l'association My Human Kit elle a plutôt travaillé avec des mécènes. En fait on a commencé moi j'étais pas encore arrivé, mais au départ il y avait 500 € sur le compte. Il se trouve qu'en fait le projet a eu une résonance médiatique importante avec l'histoire de son fondateur qui est Nicolas et qui est du coup amputé de la main et qui en fait a réussi dans un Fab Lab à fabriquer une petite prothèse de main pas très robuste mais en 3D. Donc du coup voilà, quand tu vas faire une conférence et que tu arrives avec une prothèse imprimée en 3D, t'as un effet waouh. Donc du coup il a été beaucoup invité, beaucoup de partenaires qui ont trouvé ça intéressant. Donc là ça a été un peu les premières levées de fonds qui ont permis
permis le démarrage de l'association. Et puis après, là aujourd'hui, on arrive dans un autre cycle où il faut qu'on ait des partenaires qui soient un petit peu plus solides. Il faut qu'on arrive à identifier en fait différents axes de travail au sein de l'association et que pour chaque axe de travail, on arrive à trouver le financeur qui va y avoir un intérêt. Donc sur le Human Lab, cette activité socle sociale inscrite dans la cité, là on essaye de travailler avec les collectivités locales. C'est encore un peu compliqué avec Rennes Métropole, mais on y arrive petit à petit. Peut-être bientôt. J'espère au prochain Sting, je pourrais vous dire on travaille avec Rennes Métropole. Donc voilà, c'est de l'intérêt général, donc on veut le financer par les acteurs de l'intérêt général. Et puis après, il y a beaucoup de fondations, beaucoup de concours, beaucoup d'appels à projets qu'on essaye de remporter. Et puis voilà. Côté APAGE, en fait, comme je vous le disais, le Human Lab en fait fait pas partie des missions qui sont financées en fait au niveau des agréments. Donc c'est aussi une activité à côté pour lequel il faut qu'on aille chercher des financements. Donc par contre, en accord avec le département, le coordinateur du coup lui est sur des fonds département. Mais pour le reste, il y a un peu de fonds propres de l'APAGE et puis après des financements privés aussi pour compléter. Eh bien, je vous remercie beaucoup à tous. On a passé un peu le temps imparti. Merci de votre présence aujourd'hui. Et puis à très bientôt. Au revoir, merci. Au revoir. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu et vous a inspiré. Si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous laisser un petit commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. En attendant, je vous souhaite une belle journée et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode.